Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Journal du Soir en français sur Télé Liban. Selon des rapports médiatiques qui citent des sources sécuritaires, le Hezbollah aurait placé toutes ses unités en état d'alerte maximale dans le sud du Liban après des frappes israéliennes ayant coûté la vie à 2 de ses membres. Alors que des positions auraient été évacuées et des responsables priés de couper leur téléphone, l'armée israélienne affirme avoir visé un commandant de la redoutée force Ar-Rodwan. Selon ces informations, plusieurs positions du Hezbollah auraient été évacuées dans le sud du pays. Ces mouvements font suite à 2 frappes israéliennes lundi. L'armée israélienne affirme avoir tué 2 membres du Hezbollah. Le premier, identifié comme Ali Abdel Hassan Haïdar, aurait été un commandant de la force Ar-Rodwan, une unité d'élite. Après la frappe de Der Kifa, un second raid israélien a visé le village de Beth Lif, tuant un autre membre du Hezbollah dont l'identité, elle, n'a pas été révélée. Sur son compte X, le porte-parole de l'armée israélienne accuse le commandant d'avoir préparé des attaques contre Israël et tenté de reconstruire les capacités militaires du Hezbollah dans le sud en violation des accords de cessez-le-feu. Les négociations piétinent à Doha malgré l'optimisme affiché par Donald Trump. Alors que les négociations indirectes entre Israël et le Hamas se poursuivent à Doha sous l'égide de médiateurs internationaux, aucune percée majeure n'a encore été réalisée vers un cessez-le-feu. Dans les coulisses, les discussions achoppent sur les modalités de retrait militaire et d'aide humanitaire malgré l'enthousiasme affiché par Donald Trump lors de sa rencontre avec Benjamin Netanyahou à Washington. Au Qatar, les discussions entre Israël et le Hamas se poursuivent sous haute tension, mais au 3e jour des négociations, toujours aucune percée. Selon une source palestinienne proche du dossier, les discussions n'ont toujours pas abouti malgré une intense médiation internationale. En jeu, une trêve de 60 jours, la libération d'otages israéliens encore en vie et la remise de corps de captifs en échange de prisonniers palestiniens. À Washington, Benjamin Netanyahou a rencontré Donald Trump. Le président américain s'est voulu optimiste, affirmant que le Hamas souhaitait désormais une trêve. Il a souligné « Ils veulent un cessez-le-feu, je pense que tout avance très bien ». La Maison-Blanche insiste, la priorité du président, c'est de mettre fin à la guerre et de libérer les otages. Dans les prochains jours, son émissaire Steve Witkoff se rendra à Doha pour participer aux discussions indirectes entre Israël et le Hamas. Un autre geste fort, le Premier ministre israélien a officiellement proposé la candidature de Trump au prix Nobel de la paix. Une reconnaissance pour celui qui, selon Netanyahou, rétablit la paix dans un pays après l'autre. Trump n'en est pas à sa première tentative. Il revendique son rôle dans les accords d'Abraham, la médiation entre l'Inde et le Pakistan, ou encore le maintien de paix entre l'Égypte et l'Éthiopie. Mais sur le terrain, les combats se poursuivent. 5 mois après son arrivée à la présidence, la paix promise reste encore à écrire. Pendant ce temps, à Gaza, la guerre fait toujours rage. L'offensive israélienne, lancée après l'attaque du 7 octobre 2023, a causé des dizaines de milliers de morts. Le territoire reste en état de siège, alors que la question de l'acheminement de l'aide reste au cœur des négociations. L'armée israélienne a annoncé la mort de 5 soldats lors d'affrontements violents à Beit Hanoun dans le nord de la bande de Gaza. Une attaque meurtrière qui renforce la pression politique autour de Benjamin Netanyahou alors que le conflit, entré dans son 21e mois, ne cesse de s'enliser. L'armée israélienne a confirmé la perte de 5 de ses soldats tombés lors d'un affrontement dans le nord de Gaza. Lundi soir à Beth Hanoun, 2 engins explosifs artisanaux frappent une patrouille d'infanterie du 97e bataillon. Les soldats tentaient une incursion à pied dans cette zone densément urbanisée. Ce type d'embuscade montre à quel point le terrain reste risqué pour l'armée israélienne, même après des mois d'opération. Le Premier ministre, Benjamin Netanyahou, parle d'une matinée difficile. Le président Isaac Herzog rend hommage aux garçons héroïques du bataillon Netza Yehuda, principalement composé de soldats ultra-orthodoxes.
Pour l'opposition, comme Yair Lapid, cette guerre n'a que trop duré. Il appelle à y mettre fin pour les soldats, les familles, les otages et l'avenir d'Israël. Depuis l'attaque sanglante du 7 octobre 2023 qui a coûté la vie à 1219 Israéliens, l'armée mène une guerre féroce à Gaza. Elle y a perdu 445 soldats tandis que plus de 57 500 Palestiniens sont morts selon le ministère de la Santé du Hamas. À mesure que les pertes militaires s'alourdissent, la pression politique et sociale sur le gouvernement s'intensifie. Une guerre qui semble sans fin et dont le prix humain continue de s'alourdir jour après jour. Après une suspension surprise des livraisons, le président américain a assuré que les États-Unis allaient reprendre l'envoi d'équipements militaires à Kiev, évoquant des armes défensives face à une Russie qui frappe très durement. Une volte-face stratégique alors que les relations entre Washington et Moscou traversent une nouvelle zone de turbulence. Nouvelle annonce du président Trump sur le conflit en Ukraine. Après une suspension controversée des livraisons d'armes, Washington va finalement reprendre ses envois. Objectif, renforcer les capacités de défense de Kiev. Nous allons devoir envoyer plus d'armes, principalement des armes défensives. C'est ce qu'a déclaré Donald Trump, se disant mécontent du président russe Vladimir Poutine, sans pour autant remettre en cause le dialogue avec Moscou. La semaine dernière, la Maison-Blanche avait annoncé la suspension de certaines livraisons d'armes à l'Ukraine, invoquant la baisse critique des stocks américains. Une décision qui avait semé le doute sur la stratégie réelle des États-Unis. Depuis le début de l'invasion russe en février 2022, les États-Unis sont les premiers soutiens militaires de l'Ukraine, avec plus de 65 milliards de dollars d'aide pendant le mandat de Joe Biden. Mais depuis janvier, aucune nouvelle aide majeure n'avait été annoncée par l'administration Trump. Entre volonté de désescalade et signaux contradictoires, Trump semble toujours chercher un équilibre entre fermeté et diplomatie. Depuis janvier, il multiplie les gestes d'ouverture envers Vladimir Poutine sans résultat tangible. Et pour l'heure, l'Ukraine, toujours sous pression, attend des livraisons concrètes pour contenir l'offensive russe. Alors que le bilan des inondations au Texas dépasse les 100 morts, des habitants se mobilisent avec leurs propres moyens pour soutenir les secours. À cheval, dans la boue, accompagnés de chiens de recherche, ils explorent les rives de la Guadeloupe à la recherche de disparus. Une solidarité émouvante qui mêle douleur, détermination et courage. Dans le sud du Texas, la rivière Guadeloupe a retrouvé son lit. Mais la vie, elle, peine à reprendre. Plus de 100 morts, des dizaines de disparus et une communauté en deuil qui refuse de rester les bras croisés. À 55 ans, Michael Duncan patrouille à cheval sur les collines de Hunt. Avec Ranger, son fidèle compagnon à sabot, il cherche les victimes que l'eau a laissées derrière elle. Il dit « À cheval, on peut voir plus loin, accéder à des endroits inaccessibles à pied. Chaque minute compte. » Le long des berges, des dizaines de volontaires, souvent coiffés de chapeaux de cow-boy, fouillent la terre, retournent les branchages à la recherche d'objets ou parfois de corps. Une paire de lunettes d'enfant, un ballon, autant d'indices d'un drame humain. À leur côté, Abby, une bergère belge de 8 ans, est déjà parvenue à retrouver 2 victimes. Elle travaille avec Tom Olson, dresseur expérimenté. Olson explique « Les chiens comme Abby sont comme des sonars vivants. Ils nous aident à aller plus vite tout en nous exposant moins. » Pendant que les secouristes traquent les disparus, la ville de Hunt tente de se relever. Les équipes remettent debout les poteaux, les câbles. Les habitants reprennent lentement leur routine sous le poids de la tristesse. C'est dur, confie Michael Duncan. Mais voir cette mobilisation, ces gens qui se donnent sans rien attendre, ça donne de l'espoir. Une humanité à cheval au cœur de la tragédie. Et enfin, des maisons construites à base de riz suscitent l'intérêt international. Dans le sud du Kirghizistan, un matériau innovant et localement abondant bouleverse le secteur de la construction, la balle de riz. Écologique, économique et isolant, ce sous-produit agricole permet de bâtir des habitations résistantes tout en réduisant l'empreinte carbone du ciment. Une initiative artisanale devenue phénomène
porté par la vision d'un jeune entrepreneur kirghize. Et si les maisons de demain étaient faites de riz? C'est le pari que relève le Kirghizistan, où un nouveau type de briques écologiques fabriquées à partir de déchets agricoles séduit de plus en plus des familles. À Kizil Kira, Akhmat Bek Ouraimov supervise la construction de sa maison. Le secret? Des briques composées à 60% de balles de riz. Un choix dicté par la chaleur et les économies. Il dit: j'ai comparé plusieurs options, ces briques sont moins chères, isolantes et faciles à poser. Isolation thermique, résistance au feu, faible empreinte carbone, les qualités de ces briques surprennent même les scientifiques. Dans les villages, on économise le charbon, on garde la fraîcheur et les familles adoptent. Yvkal Borieva souligne: en hiver, la maison reste chaude. Au printemps, elle reste fraîche, on voit la différence. À l'origine de cette innovation, Nur Sultan Taal Baldiev. À 27 ans, il a déjà bâti plus de 300 maisons. L'idée lui est venue dès l'enfance en bricolant avec son père. Il raconte que le riz, on en a partout. Les gens le jetaient, ça polluait. Maintenant, on le recycle. La balle de riz, un déchet encombrant jusqu'ici brûlé dans les champs, et désormais devient une ressource précieuse, un soulagement pour les paysans comme Abdelmadip Saparov. Celui-ci déclare: on ne savait pas quoi en faire. Maintenant, on est heureux de s'en débarrasser de manière utile. Le ciment, très cher au Kirghizistan, pourrait même être classé produit socialement sensible. En attendant, les maisons en riz gagnent du terrain et Nur Sultan rêve déjà d'exporter ses briques vers le Kazakhstan et au-delà. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de votre fidélité et à très bientôt.